Ah Alors, d'accord, c'est pas la cheville alors, c'est le bras. ouais, c'est ça, ouais, je suis tombé, bam, comme ça, ouais. Accident de merde. Faut pas faire de footing, à part un roller, c'est pas. Mais tout à fait, mais ouais, jamais de sport, quelle connerie j'ai faite, quoi. Ben, merci en tout cas d'avoir accepté de venir sur Punk Chronique, ça fait plaisir. Bah écoute, ça fait plaisir aussi. J'espère que mon son sera pas trop pourri. Franchement, Je me c'est suis pas nickel. encore équipé d'un micro, je vais pas tarder à le faire, mais voilà, Franchement, parce ça que va, c'est de nickel. toute façon, c'est punk, hein, comment dire, Exactement, un son un peu pourri, des fois, c'est punk, ouais. Bon, la bonne excuse. ouais, ça marche avec tout, quoi. Ouais, Alors, je sais pas si tu as eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur ce format de vidéo. ouais, j'ai regardé les quelques vidéos que tu as faites, ouais, avec plaisir d'ailleurs, et Ben, intérêt. merci. Ce format-là, en fait, j'en ai fait que deux. Donc, tu es la troisième personne qui va y participer. En gros, c'est des formats un peu longs où on peut discuter de, j'allais dire de tout de rien, surtout de punk en fait. On peut digresser, il n'y a pas de souci. En général, je prépare un plan avec quelques questions, mais on n'est même pas obligé de le suivre. On verra de comment on va discuter. Ouais. J'ai quand même pris plus de notes que d'habitude. Parce que je me suis dit, bon, tu reçois François Bégodeau quand même, on va essayer de faire les choses un peu carrées. Il faut On bosser, quoi. Ouais, on va essayer de ne pas passer pour un gland tout de suite. ouais. Alors, si tu es d'accord, je vais expliquer vite fait quel sujet on va aborder. Hmm. Ça va être divisé en trois parties. Donc, il y aura une première partie, l'aspect politique doit-il primer sur la musique en elle-même. Deuxième partie, punk et éducation populaire, deux points, même démarche, pardon, point d'interrogation. Et la dernière partie, ça sera questions et sujets en vrac. Voilà. Ok, bah, Est-ce que ça te va? bah, ça correspond à peu près à ce que tu m'avais envoyé, de toute façon. Tu m'avais C'est ça. envoyé un plan, voilà, quoi, Ouais. que j'avais validé. J'ai un peu élagué parce que je pense que ça aurait été trop long sinon. Oui, c'est ce que je me disais en lisant oui, l'ensemble du truc. Je veux dire, là, on en a pour 8 heures, quoi, donc Ouais, bon, peut-être pas. exactement. Voilà. Donc on verra bien où ça nous mène. Mais bon, je voulais te demander comment t'avais la question basique, comment tu as découvert le punk rock, mais j'ai vu il y a pas longtemps que tu avais fait une vidéo. Sur la chaîne, je crois que c'est Jazz, je sais plus quoi. Enfin bon, Ouais. bref, truc de... Tu avais déjà largement répondu. Donc ils m'ont grillé la question, mais bon, c'est pas grave. Si j'ai bien suivi, donc tu as découvert par ton grand frère, c'est ça, qui écoutait Téléphone. Ouais, enfin, disons, je découvre le rock par mon grand frère. Quand moi j'ai 5 ans, on va dire en 76, 17, 18, par là, ces années-là, 19, Ouais, 6, 7, 8, 9, 10 ans, je partage la chambre avec mon frère qui lui avait 7 ans de plus, ce qui aide ouais, beaucoup. Et lui, ouais. évidemment, il était fan, comme tous les mecs de 13, 14 ans français de l'époque, enfin, en tout cas, pas mal d'entre eux. Il était fan de Téléphone, qui était en train de sortir ses deux, trois premiers albums. Donc, la première, voilà, le premier rapport avec le rock, en tout cas, et avec la guitare électrique, je dirais, parce que c'était assez électrique, Téléphone, au début, hein. Moi, je continue d'ailleurs à plutôt beaucoup aimer leurs deux ou trois premiers albums. Donc voilà, après le contact avec le punk rock, c'est plus quand j'ai 15 ans ou 14, 15 ans, et là c'est un peu tout seul, quoi, quand j'écoute des trucs, Ouais, puis après avec quelques potes de lycée ou de collège, quoi. Donc là c'est plus en écoutant bah, du punk anglais, quoi, du punk anglais, oui, les avec 10 ans Clash, de tout ça. retard, mais les Ouais. groupes originels, bon essentiellement les Clash d'ailleurs, mais et puis quelques autres. Ok. Donc assez classique en fait. Ouais, oui. Bon, je pense que j'ai vraiment été accoutumé familiarisé avec la guitare électrique très tôt. Je pense que c'est pas rien, les premiers sons que tu entends, quoi. Oui, oui, Même si à la largement. maison, il y avait aussi du chant à texte, genre Jean Ferrat, mais ça me plaisait un peu moins, même si je pense que Mm. ça m'a quand même un peu marqué. Ouais. Et donc, à partir du moment où je me suis mis à vraiment par moi-même essayer d'explorer l'histoire du rock, où Mm. j'adorais par exemple aussi des groupes des années 60 anglais, hein, genre les Stones, les Beatles, Led Zepp, bon, et autres, enfin tous ces grands groupes-là. Bon, bah, mécaniquement, quand je suis arrivé au punk rock, à travers aussi les Stooges, par exemple, quoi, que j'ai écouté très tôt, bah, j'étais tellement accoutumé à la guitare électrique que moi, ça m'a pas violenté, quoi, Mm. d'avoir une telle décharge d'électricité. Mm. Au contraire, j'étais même plutôt content, quoi. Plus il y avait d'électricité, plus j'étais content, et plus ça allait vite, plus j'étais content. Et très vite, oui, j'ai commencé à vraiment écouter particulièrement du punk rock quand j'ai eu 18, 19, 20 ans. Et à partir du moment où on a commencé les Zabriskie avec mes comparses de Zabriskie Point, donc dans les années 91, 12, là on écoutait pratiquement plus que du punk. Ouais. Pendant 10 ans, on écoutait que ça, pratiquement. Moi, c'est bizarre, quand j'ai découvert le punk, ça s'est pas fait. En fait, j'écoutais pas du tout de musique avec des guitares électriques. Ah, Euh, un peu comme toi, mon père et mon grand frère écoutaient beaucoup du Renaud, du Brassens, tout ça. bon. À côté de ça, j'écoutais beaucoup de rap.
J'ai grandi à Marseille dans les années 90, donc le rap, c'est partout. Ouais. Et en fait, c'est un pote à moi au collège qui m'a mis un écouteur dans l'oreille. Il m'a dit, tu connais ça? Boum. Et il y avait du Offspring dedans. Donc forcément, années 90. Ouais. Et ça a été un électrochoc, en fait. J'ai entendu la guitare électrique et j'ai découvert le punk rock de manière assez brute, en fait. Ouais. Et j'étais pas du tout accoutumé à la guitare électrique. Et c'est un peu magique. Ah ouais, là, t'as Et du, commencé, ouais, c'est ça, prêtre ex nihilo, quoi. Exactement, c'est ça. Ouais. Ouais, Après, ouais, j'ai ouais. dit, mais Ah, c'est c'est quoi marrant. ça? Il me dit, ça s'appelle Offspring. Après, bah, il y a eu tous les Green Day, les Blink, les gros groupes de ces années-là, tu vois. Ouais. Et après, petit à petit, j'ai commencé à découvrir d'autres groupes, tout ça. Et puis voilà, et c'est comme ça que je tombe amoureux du punk rock. Mais ça s'est fait en 2 minutes. Il n'y a Ah. pas eu Après, d'évolution. je pense que tu es aussi bien tombé dans la période où... Parce qu'à un moment, quand même, le punk, après son premier moment, donc la fin des années 70, Hmm. il y a quand même une petite retombée. On n'en parle plus beaucoup, même si la scène punk des années 80, elle est vachement vivace, quoi. Mais c'était plus du tout en avant. Alors, il y avait l'alterno en France, mais ça, c'est encore autre chose. Et il y a eu une grosse poussée mondiale de punk rock bah, au moment donc où apparemment tu étais collégien ou lycéen, et c'était toute la vague américaine, quoi, autour de C'est groupes ça, ouais. comme Green Day. Hmm. Green Day Offspring, quoi, qui ont eu quand même un succès mondial. Et je pense qu'il y a pas mal de jeunes gens qui, à l'époque, bah, ont découvert le punk comme toi. Je pense que Nirvana avait fait beaucoup aussi pour, si Ouais, tu veux, remettre dans les oreilles de l'électricité, c'est ça, de ouais. la guitare saturée, quoi. Le grunge en général, on va dire. Et là, donc, il y a quelque chose qui s'était préparé, qui avait préparé pas mal d'oreilles bah, à aimer un album comme Dookie de Green Day, et puis Hmm. après, pourquoi pas Sum 41 ou tout un tas d'autres groupes, quoi, qui ont émergé à ce moment-là, quoi. Ouais, ça, c'était surtout en 94. Mais en fait, pour Offspring, c'est compréhensible parce que quand on écoute l'album Smash, il y a quand même encore des sonorités grunge à la Nirvana dedans. Ouais, c'est vrai. Ouais, Alors que ouais. Green Day, Dookie, c'est vraiment, ça a rien à voir, tu vois. Ouais, C'est du Ramones, c'est encore plus pop, tu vois. Donc c'était ouais. vraiment là, ça c'était la grosse surprise. Moi, j'étais Euh, très plutôt Green Day que Offspring d'ailleurs, mais je me ouais, souviens très bien de l'émergence des deux. Mais Green Day a très vite eu mon suffrage, quoi, parce que je les trouvais quand même plus inventifs hmm, musicalement et peut-être que je préférais leur attitude aussi. Et par ailleurs, j'étais très fan du chant de Billie Joe Armstrong, alors que le hmm. chant très aigu du chanteur d'Offspring, dont le nom m'échappe d'un seul coup, Dexter euh, Holland. c'est ça. Euh, Finissait par me taper sur le système un peu quand même. Mais ça, c'est vraiment des trucs très physiques, hein. Oui, non, je sais. Bon, après, et surtout, le chanteur de Green Day chante très très bien en live, ce qui n'est pas toujours le cas du chanteur d'Offspring, malheureusement. Bon, Ouais, ouais. ça, après, c'est autre chose. Moi, je crois que j'ai vu Green Day 2 fois en live et puis pas mal d'extraits de live ici ou là. C'est tout à fait impressionnant, hein. Je veux dire, Ouais, ouais. la précision du chant de Billy Joe est fascinante. Hmm, Après, c'est pas ça qui fait son génie non plus, hein, mais c'est vraiment un chanteur né. On a l'impression qu'il chante comme il respire. c'est ça, ouais. Dommage qu'il soit si sous-estimé d'ailleurs de ce point de vue-là. J'ai rarement entendu saluer ce chanteur. Hmm. Donc, Puis que ce soit en acoustique ou en électrique, c'est pareil. Enfin, c'est vraiment un très très bon chanteur, je trouve aussi. Ouais. ouais. Alors, est-ce qu'on attaque l'aspect politique Alors, Bah écoute, faut y aller. Il y a un moment, il faut y aller, hein. Faut plus qu'on tourne ouais, la tête, hein. il va falloir. Ouais. Alors, j'ai noté les questions. Alors, est-ce que tu écoutes le punk avant tout pour sa puissance musicale ou pour ses revendications politiques? Bah, d'abord, je dois te dire que j'ai suivi ta vidéo où tu parles. Je sais plus comment elle était titrée, le punk et l'engagement, mais je sais plus comment tu l'avais titrée. C'est une vidéo assez récente, je crois, où tu Ah oui, parles seul le pendant fric, 20 minutes. là, ouais, où je parle d'argent, Oui, quand c'est est-ce que, ça, oui, ouais, oui, voilà. oui. Et en Mm, fait, je vais te dire, comment dire, je suis assez d'accord à 100% avec toi, quoi. Donc voilà, je mm. préfère le dire parce que je pense qu'il va peut-être avoir un petit effet de répétition, quoi, ou d'excès d'accord entre nous. Ah, Mais non, ok. moi, c'est vrai qu'à la base, l'événement punk, pour moi, c'est un peu comme toi quand on te fout du Offspring dans l'oreille, qui est donc un Mm, événement musical, hein, je veux dire un mm, événement physique. Moi, c'est un peu pareil, même si ça se double d'un événement visuel, c'est-à-dire moi, je découvre le punk vraiment massivement à la télé, dans une émission sur le punk que je vois quand j'ai 15 ans, qui était passée dans une émission qui s'appelait Les Enfants du Rock à l'époque, une émission un peu culte. Ils avaient fait un spécial punk, bon, mm. étonnamment, enfin exceptionnellement, et je découvre, dans le même temps que je découvre des singles punk rock, enfin, les singles un peu originels, quoi, du punk rock, des morceaux des Damned, des morceaux des Stooges, des morceaux évidemment des Pistols ou autres. Je découvre la gueule des types, des attitudes scéniques, et ça me plaît, quoi. Et Ouais. donc, en tout cas, c'est physique. Mon moment zéro de mon adhésion punk rock, c'est ça. Mhm. Donc, vraiment adhésion au punk rock, d'ailleurs, hein, enfin, la musique, quoi.
Et puis donc les gueules des gens. Alors évidemment, tout de suite me plaît aussi beaucoup l'aura de contestation qui entoure le punk, Oui. bien sûr, qui est absolument indissociable de ce Mm. mouvement, de ce mouvement musical et à la fois politique. Donc bien sûr que c'était un package. En fait, c'était presque le cocktail gagnant pour moi. Il y avait musicalement, ça me le faisait. Visuellement, j'adorais leur gueule. Et leurs attitudes surtout, qui à mon avis, l'attitude d'ailleurs est peut-être ce qu'il y a de plus politique dans le punk, en fait, plus que les textes en tant que tels. Et puis Mm. par ailleurs, effectivement, je savais presque théoriquement que c'était un mouvement musical qui était indécrotablement contestataire. Et donc tout ça, ça me plaisait. Mais c'est bien vrai, mais il est bien vrai que si j'avais pas eu ce flash musical, pourquoi est-ce que j'aurais davantage écouté du punk que plus tard du rap? Puisque finalement, il y a la Ouais. même aura de contestation dans le rap, dans le hip-hop en général. Donc, je pense que c'est un peu tout ça, quoi. Et moi, c'est vrai que j'ai un rapport au punk rock assez étrange parce que pendant longtemps, je me suis pas du tout intéressé au texte. D'abord parce que j'écoutais pratiquement que des anglo-saxons Mm. et je comprenais pas tout, quoi. Ouais, À ouais. l'époque, il n'y avait pas forcément des sous-titrages à disposition. Et c'était pas un problème pour moi de pas comprendre. Je crois que je comprenais peut-être un vers sur quatre du premier Clash, qui est un de mes albums Ouais. préférés. Bon, je voyais bien I'm so bored with the USA, d'une certaine manière, le titre était parlant, quoi, tu vois. Ou pas mal d'autres trucs comme ça, ou même Garageland. Ça ouvrait quelque chose pour moi. Pour moi, c'était les squats, quoi. Enfin, il y a un truc comme ça dans Garageland. Mais je m'y intéressais pas plus que ça, donc ça m'a un peu resté. Donc, bien sûr que le degré de politisation du punk rock a toujours été très important pour moi. Puis moi, à partir du moment où je me suis retrouvé en demeure d'écrire des textes avec les Zabriskie, bah, 80% des textes étaient politisés. Alors un peu à ma manière, mais ils étaient politisés. Donc évidemment que c'est partie prenante de mon amour du punk rock, mais c'est une condition pas forcément nécessaire et en tout cas pas suffisante. Moi, Ouais. je n'écouterai jamais un groupe sur la seule foi de ses textes, par exemple. Si vraiment la musique me déplaît, je vais pas insister, quoi. Il faut qu'il y ait une conjonction entre les deux. Alors, il y a des groupes qui arrivent à faire à ça, puis c'est mes groupes préférés, quoi. Ils arrivent à conjoindre à la fois À marier les deux, bien sûr. ouais, la subtilité politique et la radicalité subtile et politique Mhm. et la musique. Alors là, bah, là, je monte au rideau, comme on dit. Ben moi, en fait, bon, comme toi, j'aime bien quand les deux se marient bien. C'est pour ça que je suis fan de Justine. Il me semble que tu aimes bien Justine aussi, d'ailleurs. Beaucoup, 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 ouais. Ouais. Mais moi, en fait, en concert, j'ai du mal avec les groupes qui, entre les morceaux, répètent, affirment trop le. J'ai l'impression d'être à une manif, des fois. Tu Mm. vois, par exemple, il y a un groupe, je sais plus comment il s'appelle, avec une bassiste qui soulève sa basse. Et en dessous, il y a écrit More Women on Stage. Plus de Ouais. femmes sur scène. Ok. Ouais. Mais il y a un autre groupe qui s'appelle The Dead Krasokis, un groupe français qui a repris un peu ça. Il relève la basse et de la même manière, avec le même scotch et tout, il y a écrit More Apéro on Stage. Mais moi, je rigole beaucoup plus. Je trouve ça génial en fait. Je prends plus de plaisir devant le More Apéro on Stage que le More Woman on Stage. Bah, Donc je suis c'est, assez d'accord avec toi. En fait, comment dire? Moi, je pense que la grande politique ou la politique radicale, par définition, elle divise. Hmm. Qu'est-ce que ça veut dire être radical politiquement? C'est arriver sur la place publique et dire des choses qui vont forcément diviser parce qu'elles sont un peu anticonformistes, elles sont en dehors des normes, elles essaient de bouger les lignes, de bouger les normes. Et alors, ce geste politique, en fait, il ne vaut plus si tu te retrouves dans un entre-soi où chacun partage les mêmes Ouais. convictions. Hmm. Là, tu as privé le geste politique de son côté un peu intrusif ou en tout cas de son côté presque ouais, subversif, dans la mesure où la subversion, c'est toujours dans une situation donnée. Hmm. Euh, et effectivement, on peut supposer, peut-être, faudrait voir d'ailleurs dans quel public, le premier bassiste dont tu parlais qui affiche le côté more woman on stage, est-ce que s'il fait ça devant un public de mascus, c'est extraordinaire. Ouais. C'est couillu, je ne sais pas si c'est le cas de le dire, parce que c'est déplacé de le dire, mais en tout cas c'est courageux, on va dire des choses comme Ouais. ça. C'est risqué, et puis Ouais. vraiment ça crée une déflagration dans l'ambiance de la soirée. S'il le Ouais. fait au contraire dans un public, bah, ce qui est un peu généralement maintenant le cas maintenant dans le public punk rock, je dirais Hmm. contemporain, en tout cas contemporain, c'est-à-dire qu'on est relativement acquis tous à la cause des femmes, enfin en tout cas à l'égalité, et Ouais.
qui est une féminisation du punk rock, par exemple, bon, bah là, évidemment, le geste est moins bien. Et c'est vrai que je suis comme toi, je préfère le deuxième geste, qui du Mm. coup, à moins que le type qui fait ça ait un gros passif masculin. Et dans ce cas-là, je- Non, 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 même pas. non. Donc, dans ce cas-là, c'est clean. Dans ce cas-là, C'est on voit bien clean, qu'il fait c'est ça. de la provocation potache. Et moi, j'ai souvent mis en avant l'aspect potache et rigolo du punk rock. Donc, tous les gestes rigolos, je prends. J'essaie de retrouver le nom du groupe qui, je l'ai au bout de la langue, hein. Tu parles du Alors, premier ben, groupe, du coup, oui, du du premier bassiste du groupe, oui. premier groupe, ouais. Parce que La, les la- autres, c'est la- donc Krasukis quoi? Is Dead? non, The Dead Krasukis. C'est comme The Dead Kennedys, mais avec Krasuki. Excellent. Et donc, ça m'amène un peu, on l'a un peu évoqué, ça m'amène à l'autre question. Est-ce que la politisation du punk a parfois tourné à l'entre-soi au risque d'éloigner des gens qui auraient pu être touchés par la musique avant tout? Donc, on y a un peu répondu. Je pense qu'il y a en tout cas, bon, en général, moi j'ai très très vite perçu le danger de l'entre-soi ou d'une sorte de claustration culturelle et presque folklorique dans le punk rock, mais je pense que c'est une maladie endémique de pas mal de milieux, quoi. Tous Hmm. les milieux sont toujours un peu menacés par l'entre-soi. Si à un moment tu es dans les milieux d'extrême gauche, bon, bah, quelque part tu vas très très vite développer un entre-soi d'extrême gauche où il y aura plus beaucoup d'altérité et ça vaudrait pour tout un tas de trucs. Et moi, je l'ai constaté dans le punk rock et je l'ai tellement constaté que j'en ai fait assez vite une chanson. Voilà, si tu veux, on a commencé avec les Ab. Je pense que mes premiers textes, j'ai écrit en 91-12. Et en 94, je crois, 95, parce que c'est un album de 96, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Contre-culture. Et qui en gros, disait ça. C'est une chanson assez violente et rude, adressée au milieu punk rock lui-même, quoi. Ouais. Dans lequel je voyais se développer. Oui, bah finalement, un système de contre-conformité. C'est ça que Mhm. j'appelais contre-culture, enfin, dans le sens de la chanson. C'est-à-dire, tu crées un contre-conformisme, quoi. Il y a des automatismes et des rituels anticonformistes qui finalement deviennent un conformisme à l'envers. Et, Mhm. euh, et je crois que le punk a toujours été très, très, comment dire, très actif dans le fait de définir un peu qu'est-ce qui est punk, qu'est-ce qui est pas punk. Ouais. Ça, c'est une tenue punk, ça, c'en est pas une. Eux, c'est des bourgeois, donc ils n'ont pas le droit de faire du punk. Eux, c'est bien, c'est des ouvriers, ils ont le droit, etc. Ça, c'est pas assez. Tu le disais dans ta vidéo d'ailleurs, ah, la musique est pas assez crado, donc c'est pas du punk, etc., etc. Donc, Mhm. dans ces cas-là, c'est au milieu lui-même d'activer des énergies qui, à nouveau, disent, eh les gars, qu'est-ce qu'on est en train de devenir là? On est en train de devenir une nouvelle église. Bon, donc on a perdu le surgissement originel, qui était un surgissement subversif. Donc il faut vraiment toujours être très vigilant sur cette pente-là. Donc Mais en oui, fait, oui, je crois comme tu le disais dans ta question, il y a toujours le danger qu'au bout du compte, quelqu'un qui débarquerait dans le milieu punk rock et verrait des gens avoir leur propre code, leur propre rite, leur propre private joke, leur propre référence qu'ils n'élucident jamais, bah, ça lui ferait le même effet que quand on débarque dans un groupe d'amis qui est constitué depuis 15 ans et dont on se sent exclu. Et c'est vrai que c'est pas très accueillant et c'est pas très hospitalier. ouais, moi, ce que je trouve dommage, en fait, c'est que du coup, tu vas convaincre plus personne, puisqu'il y aura que des gens acquis à ta cause. Ouais, alors après, faut peut-être pas non plus, comment dire, imputer au punk rock sa quintessence minoritaire. D'une certaine manière, nous, Hmm. on adorerait que certains groupes de punk rock dominants, les plus forts d'entre eux, surgissent dans le mainstream et donc se retrouvent confrontés à des publics un peu hétérogènes et aillent porter la bonne parole du punk ou la mauvaise parole du punk, hein, selon le point de vue, auprès de gens qui ne soient pas déjà convertis. Le problème, c'est que parfois notre entre-soi, je dis notre parce que je me sens encore solidaire de cette scène, bah, notre entre-soi, il est un peu malgré nous, quoi. On aimerait bien qu'il y ait d'autres gens, on aimerait bien qu'il y ait d'autres profils parfois qui écoutent du punk, sauf qu'en fait, pas beaucoup de monde veut de cette musique quand même. C'est quand même une musique qui n'a jamais accédé au mainstream. Jamais, jamais, jamais. Vraiment, hein. Hmm. Même si parfois il y a eu des poussées, on parlait de Green Day tout à l'heure, il y a eu comme ça des albums qui ont eu un succès mondial. Euh, mais même à l'époque, moi j'ai connu en live l'avènement de Green Day, il n'y avait pas des t-shirts Green Day partout dans la rue, hein, c'est pas vrai non plus, hein. Voilà, ils avaient fait un petit saut dans le mainstream. Donc bon, comment dire? Peut-être que c'est le destin de tous les mouvements minoritaires que de se retrouver un peu, hélas, à prêcher les convertis. Après, l'idée, c'est pas d'accueillir un gros raciste. Tu vois ce que je veux Non, dire? Tu vois, oui. c'est pas le, c'est pas le De but. toute façon, on ne Le- changera pas. ouais, Euh, voilà, c'est ça. voilà. C'est très difficile, ça.
On le devient facilement, mais après c'est compliqué pour. Bref. Ouais. Selon toi, l'autodérision et le côté clownesque font partie de l'ADN du punk. Déjà, qu'est-ce qui te séduit pardon, dans cette démarche et cette façon d'appréhender la musique? Et d'après toi, est-ce qu'un groupe qui se prend trop au sérieux risque de perdre en impact ou en pertinence? Pourquoi est-ce que j'aime tellement l'aspect clownesque ou potache ou drôle et humoristique du punk? C'est parce que je pense que plus généralement en politique, ça me paraît toujours peut-être la réponse la plus souveraine à opposer à l'horreur du monde Mhm. et à la violence des dominants. Un Ouais. dominant, effectivement, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour lui dire, t'es vraiment un salaud et je vais engager un rapport de force avec toi. Et ça s'appelle le combat politique. Mais il m'arrive aussi de penser que les gens qui, comment dire, critiquent l'ordre en place et les agents de cet ordre en place soient un peu trop fascinés pour ce qu'ils critiquent. On leur accorde un peu trop de crédit d'une certaine manière. Ouais. C'est beaucoup arrivé avec Macron, par exemple. Je trouvais qu'on focalisait beaucoup sur Macron. J'en parle au passé parce que finalement, son âge d'or est derrière lui. On faisait beaucoup sur lui, lui reprochant d'être méprisant, d'être condescendant, ce qu'il est absolument, hein. Il est tout Mhm. ça. Et puis il est au service des forces de l'argent, comme on sait. Mais moi, le premier truc qui me venait en bon punk vis-à-vis de Macron, c'est qu'il était surtout ridicule. C'est de se foutre de sa gueule, oui, bien sûr. Et bien sûr, et il faudrait d'abord et avant tout le vanner. Ce que d'ailleurs le peuple de France a su faire dans ses meilleurs moments, hein. Je veux dire, dans les manifs, Mhm. ça y va. Et je pense que l'esprit punk, c'est quand même avant tout de dire aux dominants, non pas je suis révolté contre toi et vraiment tu me mets dans un sale état. Le punk peut raconter ça, il fait bien de le raconter, mais c'est aussi, t'es vraiment ridicule. Alors pour rien au monde, je voudrais être toi. C'est toi le clown des deux. C'est vrai, ouais. Si moi je me fais clown, c'est pour incarner la clownerie du monde et la clownerie de gens comme toi. Ça, je trouve que c'est un geste esthétique et politique qui est extraordinaire. Après, quand tu parles des groupes un peu sérieux, moi je sais pas si tu veux, si ils sont susceptibles de plus ou moins convaincre des gens qu'on aurait à convaincre. Je crois que tu as quand même une grande tradition de groupes très sérieux qui, à mon avis, ont ouvert l'intelligence politique de leurs auditeurs. Tu vois, des groupes comme Propagandhi, que je tiens pour un peu un des groupes les plus intelligents politiquement, tu vois, de Mhm. la scène punk. Voilà, même si maintenant ils sont partis sur d'autres cieux que le street punk rock, mais bon, c'est des tronches les mecs, quoi. Il n'y a rien à dire quand tu jettes un œil sur leurs textes, c'est très très subtil et ils sont très radicaux. Donc j'imagine bien que certains de leurs auditeurs et de leurs fans se sont émancipés politiquement grâce à leur truc. Ouais. Or, c'est un groupe plutôt sérieux. Enfin, peut-être pas autant qu'on le dit d'ailleurs dans les premiers albums, il y a quelques aspects un peu plus drôles, mais donc voilà, je pense que ça peut être, ça dépend un petit peu du tempérament des uns et des autres, quoi. En tout cas, pour ce qui me concerne, moi, j'ai un peu de mal à adhérer presque esthétiquement et même musicalement à un groupe où je sentirais une espèce de principe de sérieux comme ça, où ça moufte pas, ça rigole jamais, mais j'en dirais autant des artistes en général, quoi. Moi, chez un écrivain, j'aime bien entendre un peu de drôlerie par moment. Chez un cinéaste aussi, ça fait jamais de mal. Et oui, peut-être que les groupes que je préfère, tu vois, il y a un groupe, par exemple, pour lequel j'ai toujours eu beaucoup de respect politique, de respect tout court d'ailleurs, parce que je pense que c'est des gens vraiment respectables. C'est Bad Religion. Mais je les ai toujours trouvés hyper ternes. Je tiens, déjà, leur gueule me fait pas du tout rêver. Alors, je crois que je me serais très bien entendu avec eux si je les avais croisés, mais il me manque un peu un petit truc un peu branleur, un truc un peu narquois, un truc même un peu discutable, bon, que je retrouvais, que moi je peux retrouver chez les Green Day, ça c'est sûr. Je pense qu'ils avaient un côté branleur et encore maintenant, un peu moins, maintenant ils ont 50 berges, mais bon, qu'est-ce qui incarnait ça? Je crois que t'aimes pas beaucoup les Pistols, tu me l'as dit, off. Ouais. Ah, c'est pour ça, Moi, parce que je trouve qu'ils en font trop. Et du coup, ça me sort à chaque. Quand ils sont sur les plateaux télé, qu'ils foutent le bordel, je me dis, ouais, ça me sort du truc direct. bah ouais, mais enfin, tu sais, tu dis les plateaux de télé, mais en fait, je pense qu'ils en ont fait qu'un. Et ça a été Hmm. le premier et le dernier. Parce que oui, je pense qu'ils étaient un peu programmés par leur manager McLaren pour faire de la provoque. Ça, c'est Ouais. vrai. Et on sait bien que le groupe Pistols a été un peu constitué par un manager de génie, un peu situationniste et un peu commerçant, un peu les deux, qui s'appelait Malcolm McLaren. Il n'en reste pas moins vrai que vraiment, cette émission chez Bill Grundy, qui est restée historique dans l'histoire du punk, quoi, on dit même que c'est l'acte 1 du punk, Hmm. a véritablement scandalisé l'Angleterre. Et qu'à partir de ce moment-là, ils n'ont plus. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles ils étaient tellement provocateurs, c'est qu'ils sont précisément pas venus dire sur le plateau, on n'aime pas le capitalisme, cette société ne nous va pas, nous sommes très en colère, nous les jeunes, parce que nous allons mal dans cette société anglaise.
ils ont juste pas répondu aux questions de Bill Grundy, qui était un présentateur important de Hmm. l'époque. Tout le monde peut regarder cet extrait, évidemment, sur YouTube. Et ils arrivent bourrés, ils ont des canettes, ils sont venus d'ailleurs en bande avec des filles, des garçons, ils sont un peu lookés quand même de façon très atypique pour l'époque. Et moi j'aime assez qu'ils soient juste, comment dire, ils soient juste arrogants. Genre, tes questions, Bill, on les trouve tellement cons qu'on va même pas y répondre, tu vois. Donc, tu vois, j'aime quand même cet aspect-là dans le punk. Et si on le perd, c'est un peu dommage. Oui, oui. Ouais. Non, moi, c'est. Bon, après. Je sens que je te Non, convaincrai pas sur les Pistols. ouais, non, c'est pas ça, en fait. C'est juste que, en plus, j'ai écouté leur album et j'ai du mal à accrocher. Donc, à partir de Aïe, là, aïe, aïe. voilà, Ah ben c'est. là, je peux rien faire pour toi. Si tu ne ressens pas une euphorie mystique à écouter la dernière minute d'Holidays in the Sun, alors là, ouais, je peux rien pour toi. Ouais. Ma copine qui n'écoute pas du tout de punk adore les Sex Pistols, tu vois. Donc, Ah ouais, mais ça, donc je dois prendre ça comme un argument massif. pas Donc en du fait, tout, c'est pas l'époque. pas du Non, tout, mais pas un du tout. morceau comme God Save the Queen. Non, même pas. Oui, bon, ça, c'est un classique. Bah, après, je dis pas que je déteste, hein. Si quelqu'un balance le disque, je vais pas dire ah, éteins-moi ça tout de suite. C'est pas ça. Mais j'ai pas acheté le CD, j'avais pas acheté le vinyle, j'écoute pas. Enfin, ça me parle pas trop en fait. Ah, Ok. je sais que c'est un gros manque dans ma culture punk rock, hein. Je préfère largement les Clash, par exemple. Voilà. Bah, de toute façon, les Clash, ils ont pour eux une production discographique quand même un peu plus épaisse. Ils ont fait cinq Oui, c'est six sûr. albums, Oui, oui. en faisant des genres très différents. Et les Pistols, c'est un album. Mais moi, j'aime assez ça, moi, que ce soit un groupe d'un album. Bon, mais voilà, on va pas épiloguer. On a tout à fait le droit. D'ailleurs, les Pistols ont toujours été très, très discutés dans le punk rock, hein. À cause de ce soupçon d'être un groupe un peu fabriqué, Ça me d'être... dérange pas. C'est pas ça qui me dérange. C'est pas Ouais. Toi, c'est vraiment la musique, quoi. Ouais, ça prend pas, quoi. exactement. Et tu disais dans une interview que un groupe, c'est 4 albums, c'est ça? Ça, c'est un peu ma thèse, comment dire, ésotérique, Ouais. mais en même temps nourrie d'observations répétées depuis 35 ans que je m'intéresse au punk et voir un Mais peu plus. je précise ma question. Quand tu dis que c'est 4 albums, c'est les 4 premiers albums et après ça va plus ou ça peut être 4 albums Ouais. Pour moi, c'est vraiment le début. C'est-à-dire que je pense que le rock en général et le punk rock en particulier, il y a une sorte d'intensité qui crache un peu tout son génie en quelques chansons, voire quelques albums, mais ça peut pas aller véritablement au-delà. Alors, évidemment, on trouverait quelques contre-exemples, mais je défie quiconque de me dire qu'il y a un album de Green Day qui soit un album de Green Day des années 2000 qui soit meilleur que les albums des années 90. Je défie même. Tu prends NoFX, qui est mon groupe préféré. Bon, c'est un groupe qui a un tel talent qu'ils ont toujours réussi à faire des albums intéressants, y compris le dernier. Enfin, désolé, ils feront jamais mieux que Punk in Republic et que le précédent. Moi, j'aime les quatre cinq premiers. Parce mhm. que je pense qu'il y a quelque chose de store dans l'inspiration punk rock qui est une mèche assez courte. Je pense. Après, on peut passer à autre chose. Tu vois, on parlait de Propagandhi. Ils Ils sont sont passés à presque autre chose. passés un peu au métal ou au prog. Enfin, Ouais. parce ils ont eu envie de diversifier leur éventail musical, ce que je comprends très bien. Il n'y a aucun problème. Et c'est normal. Un musicien a parfois peut-être envie de découvrir, d'explorer d'autres Mhm. modalités musicales. Mais du point de vue du strict punk rock, je connais pas de contre-exemple, quoi. Je vois pas un groupe Bon, qui m'en fera un album génial au bout de 20 ans. j'en connais quelques-uns, mais c'est vrai que c'est pas la majorité, quoi. Bon, un groupe comme Ouais, Pennywise, ça fait quand même 25 ans qu'ils font le même album. Et ils sont tous bien. ouais, mais est-ce que moi je connais que les tout premiers, donc là pour le coup je D'accord. peux pas vérifier. Bon, mais tu crois pas que les tout premiers sont quand même un peu supérieurs en termes de tubes, de singles, de... Alors, moi, je suis plutôt milieu de leur carrière. Les albums à partir de From the Ashes, je les trouve supérieurs, mais bon, après, c'est discutable, hein. C'est discutable. Ouais. NoFX, Pump Up the Volume, qui date de 2000, je crois. C'est sûrement un de mes albums préférés, si on compte pas The Decline, bien sûr. Je Ouais, préfère celui-là que ok. Punk in Republic. Alors en tout cas, on voit s'entendre sur Pump Pump que je tiens pour leur dernier grand album. Ok. Vraiment grand, quoi. Vraiment grand, 13 à la hauteur d'eux. C'est vraiment, ouais, de fait, c'est un super album. Alors non, mais je mettrais toujours Punk Hydraulic au-dessus Mhm. parce que si tu veux, d'avoir fait un album de punk rock où tous les morceaux sont à ce pas-là différents et proposent quelque chose de différent, tout en Mhm. étant parfaitement punk,
Non, je veux dire, il y a une densité émotionnelle en plus dans Punk in Drublic inégalable, quoi, tu vois. Bon, ben après, on va pas ergoter non plus. Oui, Mais oui, tu d'autant vois, bon, plus voilà, que après l'OFX, une fois qu'ils ont eu inventé un peu leur style, ils, dans les années 2000-2010, ils le déroulent, quoi. Ils déroulent d'une c'est OFX. ça, ouais. Ouais. Et je pense que ça n'a pas en est tous les groupes à un moment de venir, bon, voilà, de te réciter la leçon. Et c'est une leçon qu'on adore, donc on est toujours content d'écouter ça. Mais tu n'auras jamais la même émotion que tu as eue quand ils ont débarqué à faire un morceau comme Linoleum, tu vois. Ça, ils l'ont jamais refait, ça. Jamais. Un tube sans refrain, c'est rare, hein. Oui, tout à fait. Et ça, Ouais, ça ouais. arrive. Bah, c'est un groupe très inventif, hein. Eh oui. Ouais. On essaiera de reparler de The Decline si on a le temps à la fin, parce que je trouve que c'est le meilleur disque jamais fait, mais bon, bref. Je pense avoir fait le tour de l'aspect politique. Tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe à punk et éducation populaire ou... Non, je pense que voilà. Bon, peut-être préciser un peu ce que j'entends par attitude. Je pense qu'il y a deux mots, enfin deux acceptions du mot attitude. Tu sais, Hmm. il y a vraiment pour moi l'attitude corporelle. Je pense que ça c'est très important. Ça ne veut pas dire que Ouais. je veux des gens beaux et tout ça. Moi, j'adore que les punks soient moches. Enfin, je veux dire, leur Hmm. mocheté est aussi très subversif pour moi. Dans l'injonction à la beauté qui règne partout dans la culture mondiale, c'est très, très beau d'être arrivé avec des mecs qui étaient édentés. Un des plus grands chanteurs de punk rock a quand même pas dedans. Les Il s'appelle Pogs. Joe Strummer, hein. Oui, puis il y en a plein d'autres. Mais Joe Strummer, c'était quand même très marquant. C'est un beau mec, mais qui avait pas de dents, quoi. C'est intéressant. Hmm. Ses dents étaient déjà niquées par la bière et par des trucs encore plus douteux à l'époque. Donc voilà, c'est cette attitude-là. Puis il y a aussi effectivement l'attitude, je dirais, hors scène. Hmm. Hors scène. Et c'est là, je pense, qu'il peut y avoir une vraie politique du punk, indépendamment des textes. Je pense c'est plus comment tu vis économiquement, quel système C'est ça, ouais. économique tu inventes le plus autonome Mais possible. justement, Euh, j'avais une question sur ça, mais comme on y avait un peu répondu, je ne l'ai pas posée. C'était, que je dise pas de bêtises, oui, voilà. Est-ce que l'aspect politique d'un groupe de punk doit forcément être manifesté dans ses textes? Moi, franchement, les textes, c'est assez secondaire, même si j'aime toujours voilà, entendre des textes politiques du moment qu'ils soient intéressants et pas Hmm. clicheteux. Parce que moi, un texte dont le refrain serait Société de merde, un jour on t'aura, c'est sympa en concert bourré, et voilà. Bon, Renaud a chanté Société, tu m'auras pas. La chanson est cool, hein. Oui, elle est pas mal, mais parce que la mélodie est assez géniale quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis le texte est vraiment pas mal. Il était punk à sa manière, le Renault de Hmm. Hexagone, puisque je crois que c'est cette époque-là. Euh, non, ouais, moi je mettrais plus en avant, disons, comment on se tient sur scène, on a cette espèce d'art de l'arrogance que je trouve vraiment centrale, et encore une fois, la capacité à penser les conditions économiques dans lesquelles on évolue, quoi, dans quelle chaîne de production on se trouve. Ça, c'est de l'intelligence de base pratique, et vraiment avoir ce souci de l'autonomie, ce souci de ne pas trop se compromettre quand même, même si je suis d'accord avec toi quand tu dis que signer sur une major, c'est quand même pas un péché impardonnable. Ça dépend ce qu'on y fait. Ça Hmm. dépend comment on se comporte. Ça dépend quel genre de contrat on arrive à exiger ou à extorquer de la part, enfin, à notre employeur. C'est parfois pas facile, mais donc moi, c'est plutôt ça que je vais mettre en avant. Peut-être aussi la façon de parler aux gens aussi. Ça, c'est important quand même de pas forcément être égalitaire dans ses textes. Genre, oui, l'égalité, c'est important dans ce monde inégalitaire, ok. Mais sois égalitaire déjà dans tes rapports avec les autres. Quand tu Ouais. arrives sur moi, j'ai vu des groupes avoir des grandes paroles égalitaires et se comporter comme des connards avec le petit personnel qui les accueillait dans l'UMJC où tout le monde était bénévole. Ouais. J'ai vu des groupes gueuler parce que on leur avait dit qu'ils joueraient eux à 22h15 et en fait c'était 23h parce qu'il y avait eu un petit retard dû au fait que le groupe électrogène, je sais pas quoi, Hmm. et aller engueuler les gens qui étaient là et qui s'étaient cassés le cul depuis 3 semaines pour les faire venir, enfin tu vois, à la sueur de leur front. Moi c'est plutôt ça que je mettrais en avant, c'est en gros avoir un corps un punk ou un corps anarchiste quoi, plutôt que des paroles punk et des paroles anarchistes. Ouais. Sur ça, je suis d'accord. Pour ce qui est de punk et éducation, alors je voulais faire ce parallèle parce que je suis animateur. Moi, mon boulot, c'est animateur. Je travaille dans une association. J'ai découvert l'éducation populaire sur le tard. Avant, j'étais ouvrier, enfin, j'étais ouvrier pendant 11 ans dans une usine qui fabriquait des charpentes.
passionnant. Mm. Donc j'ai fait une reconversion. Donc j'ai découvert l'éducation populaire et ça, en découvrant ça, j'ai tout de suite fait le parallèle avec l'esprit punk en fait. Donc je pense que je vais faire quand même un rappel de ce qu'est l'éducation populaire rapidement. Je vais lire mes notes pour les gens qui nous regardent s'ils savent pas ce Mm. que c'est. Bien sûr. Donc alors j'avais noté définition rapide donc d'éducation populaire, démarche qui vise à transmettre des savoirs et à développer l'esprit critique en dehors des cadres scolaires et académiques traditionnels, souvent de manière collective et participative. Elle cherche à donner aux individus les moyens de comprendre le monde en favorisant l'émancipation et l'engagement citoyen. Dans l'éducation populaire, on cherche souvent à donner du pouvoir aux gens en leur permettant d'être acteurs de leur culture. Est-ce que le punk ne fait pas exactement la même chose? Oui, pour moi, il y a toujours eu un pont entre les deux et j'ai pu le vérifier une fois que j'ai été praticien moi-même. Hmm. Pour moi, l'éducation populaire, tu en as donné une très bonne définition, mais moi, je la simplifierais encore. C'est les dispositifs que se donnent les gens pour s'éduquer eux-mêmes Oui. ou s'éduquer les uns les autres. C'est de ne pas s'en remettre à des sachants, à des experts, à des maîtres autoconstitués ou autoproclamés, ou La les maîtres transmission que horizontale. voilà, exactement. Et c'est vraiment s'éduquer les uns les autres. Ça, c'est vraiment, je trouve, que c'est très important. Chacun apportant son expertise à lui-même, son expertise immanente, son expertise spontanée, qui lui vient de ce qu'il a vécu, de ce qui lui vient de ce qu'il a lu, ce qui lui vient de tout un tas de choses, quoi. Et puis on se fait profiter de nos savoirs réciproquement. Pour ça, il faut se donner des dispositifs, mais qui soient des dispositifs souvent autonomes, qui sont en dehors des institutions. Et donc, l'éducation populaire a une grande, grande histoire. Je pense qu'elle commence au 19e siècle, hein, tout simplement. D'ailleurs, elle émerge plus ou moins parallèlement avec les mouvements anarchistes, mais pas seulement. Euh, avec la culture ouvrière aussi. Enfin voilà, il y aurait plein de choses à dire. Et le punk fait partie de cette grande histoire de l'éducation populaire, parce que très très vite, le punk a dû, parce qu'il était minoritaire, s'auto-organiser, se Hmm. donner à lui-même des dispositifs pour, qui s'appellent des salles de concert, qui s'appellent des lieux où se retrouver, qui s'appellent des squats dans le cas le Ouais. plus précaire, inventer son propre réseau de communication, ça s'est appelé des fanzines. Bon, le Hmm. punk a pas eu le monopole des fanzines, mais quand même, c'est dans le punk que ça s'est beaucoup développé, quoi, dans les années 70. Ah, mais Et pour ça, 80% des groupes que je connais, je les ai découverts dans les magazines. ouais, c'était très important à l'époque. Peut-être que maintenant, depuis l'avènement d'Internet, ça se joue Oui, peut-être un peu c'est plus autrement. Mais pareil. à notre époque, soit on parlait de toi dans les fanzines, soit on parlait pas de toi, quoi. C'était Hmm. vraiment un lieu de fédération des connaissances, ou en tout cas de mise en commun des connaissances sur tel ou tel groupe ou telle proposition punk. Et donc c'était très important. Et ce qui était, et voilà. Et moi, je pense que quand tu pratiques même le punk rock, et le pratiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un groupe. Ça veut dire donc écrire des morceaux, tout ça. Et, bon, déjà, ce qui est intéressant, parce qu'en général, les gens qui pratiquent le punk, je ne sais pas si c'est ton cas, mais globalement, on apprend la musique un peu sur le tas, quoi. Oui, Euh, on apprend à faire du punk en faisant. c'est Il ça. n'y a pas, il y a pas un manuel d'écriture de chansons punk, quoi. Moi, j'ai appris à écrire des chansons en écoutant du punk ou en écoutant des chansons en général, quoi. Et mes camarades de Zabriskie aussi. Et puis en s'écoutant les uns les autres, en se copiant, en s'inspirant, parfois même en se défiant. Et ça fait partie de l'émulation aussi de l'éducation populaire. Je veux dire, ça s'appelle l'émulation, du moment que c'est pas concurrentiel et violent et malveillant. Bah, moi, c'est très bien. Moi, j'étais contemporain d'un groupe qui s'appelait PKRK, que tu connais, Hmm. je crois. Oui, Si tu veux, ils étaient un peu plus vieux que nous, donc quand on a débarqué, ils avaient déjà fait leur premier album et demi qui s'appelait Hatchoum. Et on était totalement fan d'eux. Puis après, on est devenus potes avec eux, puis on a beaucoup joué avec eux. Mais moi, quand je lisais les textes de Vincent, c'était un modèle pour moi aussi, en termes de raffinement, et peut-être aussi en termes de chant, en termes de guitare, plein de choses. Et ben voilà, c'est comme ça que ça marche, quoi. On se regarde les uns les autres, on s'apprend les uns des autres. Bon, il y a le premier truc, mais il y a après le fait de, quand tu es un groupe, tu es une petite entité économique, mais au sens ouais. le plus plat d'économie, hein. L'économie, c'est pas forcément des traders qui font des coups pendables en un clic. L'économie, c'est à partir du moment où tu as une richesse et que tu dois la gérer, en avoir l'économie pour qu'elle survive. Et nous, par exemple, dans les AB, on n'avait pas du tout de but lucratif. On s'est toujours dit qu'on voulait pas en vivre, c'était pas notre problème. On avait d'autres ambitions. Enfin, on vivait notre vie autrement. Mais
Mais par contre, on avait à survivre, on avait comment dire, ce qui nous intéressait, c'était de perdurer. Et pour ça, Ah ça oui, demande une intelligence économique, technique, pragmatique, qui est de l'intelligence politique. Parce que très très vite, bah, il faut que tu prennes la mesure du milieu dans lequel tu viens débarquer, de ses lois, de son fonctionnement, tu essaies de t'y adapter, etc. Et puis voilà, puis après, bah, de l'autre côté, il y a aussi des gens bah, qui ont organisé des associations pour pouvoir recevoir des groupes et aussi développent une intelligence politique. Donc en fait, je crois que c'était un peu ça aussi le pari d'éducation populaire. C'était plutôt que qu'il y ait une espèce de cours magistral où quelqu'un va délivrer un savoir à des ignorants. On va apprendre en pratiquant. c'est ça. Tu vois, c'est l'école de la praxis en fait, l'éducation populaire. Et, et encore une fois, comme le punk, on lui a rien donné. Il a dû s'octroyer lui-même ses propres richesses. Je pense qu'il a sans doute développé une intelligence pratique et politique supérieure à d'autres milieux, je pense, hein, sans compter que bon, il y a toujours eu dans ce milieu beaucoup d'anarchistes et beaucoup de gens qui se référaient à l'anarchisme, et donc qui étaient comme un poisson, comme des poissons dans l'eau, dans l'idée même d'éducation populaire. Donc franchement, il y a une grande, grande histoire de connivence entre les deux. Bah, tu vois, par exemple, le chanteur de Justine, Alex Vaillant, dans le même temps qu'il a fait Justine, puisque maintenant le groupe est fini, mais il a développé les dispositifs d'éducation populaire et son frère, qui se trouve jouer dans les Attendants, qui était un groupe un peu Tendance, ouais. dérivé lui est carrément dans l'éducation populaire. Il a des responsabilités dans le réseau EducPop de Ok. France. Je ne sais plus exactement lesquels, mais voilà. Enfin, je prends cet exemple parce qu'il me vient en tête, mais je pourrais t'en donner 40 autres de gens qui ont constamment circulé entre les deux. Ouais. La grosse différence aussi, c'est que contrairement au punk, l'éducation populaire dépend quand même des dominants. Parce qu'une association d'éducation populaire, faut qu'elle ait des subventions, faut qu'elle prenne de l'argent quelque part. Mm. Bon, ben, faut envoyer des papiers à la mairie, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut rentrer dans certaines exigences. Et, enfin, là, c'est le gros problème arrive maintenant. Donc, d'où ma prochaine question, qui est un peu longue, alors je vais essayer de bien la lire. Certaines structures d'éducation populaire, à force de répondre aux exigences administratives et par conséquent à se bureaucratiser, s'éloignent parfois de leur mission première. Elles deviennent des machines à remplir des cases, loin de l'élan militant de départ. Côté punk, c'est parfois pareil. Des groupes nés dans la révolte finissent une fois intégrés à l'industrie par lisser leurs propos et devenir parfois plus consensuels. Donc d'où mes questions. Comment rester fidèle à ces valeurs sans se faire happer par la logique de rentabilité et de normalisation? Est-ce seulement possible? Et surtout, faut-il forcément rester en marge pour continuer à faire de la bonne musique quand on fait du punk rock ou pour faire un vrai boulot d'émancipation quand on travaille dans l'éducation populaire? C'est une question qui mériterait à peu près une thèse de 700 pages. Donc, je vais essayer d'être bref, contrairement à ma réputation. Euh, il me semble qu'il y a quand même deux questions très différentes dans ce que tu dis, dans ce que tu soumets comme réflexion. Parce que si tu veux, le vieux débat de savoir si par exemple un groupe de punk, à partir du moment où il signe avec une major, ce qui est souvent le cas de la plupart des grands groupes de punk rock, euh, à partir de ce moment-là, il s'est un peu, d'une part, vendu au diable et qu'il devrait être éprouvé comme tel. Moi, je ne le crois pas. Mais que du coup, sa musique va se trouver moins bien. En fait, on a tout un tas de contre-exemples, hein. Donc, je veux dire, D'accord. Mhm. mais ça vaudrait pour le rock en général. Je veux dire, c'est pas parce que les Beatles, d'un seul coup, deviennent un groupe mondialement connu, que évidemment tous les managers s'arrachent, qui vont être produits par un label, enfin en tout cas une maison de disques extrêmement dominante. C'est quand même à partir de ce moment-là qu'ils vont devenir les plus inventifs musicalement. Là, Mhm. je parle des Beatles parce que, puisqu'on parlait de musique, on peut convier dans la réflexion d'autres musiques que le punk rock. Je veux dire, les Beatles, ils deviennent particulièrement inventifs et révolutionnaires au moment où on leur donne, comment dire, ils deviennent millionnaires et au moment où ils sont les rois du monde et les rois du pétrole. Ils font Sgt Pepper, Revolver et le Double Blanc, enfin voilà, dans ces années-là, qui sont leurs albums les plus expérimentaux d'une certaine manière. Bon, donc ça marche pas ce truc, quoi. Musicalement, ça marche pas. En revanche, si on revient un petit peu au ras des pâquerettes d'un truc plus strictement politique, à savoir, oui, de l'éduc pop qui a trop s'institutionnaliser, a trop devoir rendre des comptes à un subventionneur, perd de vue sa radicalité première et aussi son b.a.-ba qui était quand même l'autonomie. Alors ça, oui, ça, on l'a bien constaté tous dans nos vies. Je pense que
à mon avis, tu as dû connaître Ah ça. oui, je le constate tous les jours malheureusement. Voilà, des gens qui s'institutionnalisent. Le type qui, effectivement, a été un mec à 30 ans, il avait monté vraiment à la sueur de son front un truc d'éduc pop. D'abord de façon très autonome, très à l'arrache, puis peu à peu, bah quand même, il a eu des subventions parce que les pouvoirs publics se sont rendus compte qu'il faisait un super boulot dans tel quartier populaire ou que sais-je. Et bon, bah voilà, et le mec s'est dit, bah tiens, c'est vrai qu'une petite subvention, ça pourrait me faire, ça serait pas mal, on pourrait aménager le local, on pourrait peut-être faire des actions de plus grande envergure. Jusqu'ici, tout va bien. Bah, sauf qu'en fait, après, le type devient presque un notable du quartier, quoi, ou un notable de la petite Eh oui, ville où il officie. Lui et ses copains ou ses copines, fondatrices de la société. C'est vieux comme le monde et je pense que ça vaudrait pour pas mal de domaines d'activité. Au moment, oui, t'as une espèce d'embourgeoisement presque endémique de structures qui à la base étaient anti-bourgeoises, quoi. Bon, en même temps, moi, je jetterai pas la pierre à ces gens parce qu'on a le droit d'être fatigué aussi par moment. Tu vois, le type, ça bien fait. sûr, Si ouais. jamais... Moi, j'ai connu des mecs, ils y étaient depuis 20 ans. Ouah, qu'à un moment, ils rentrent dans une routine un peu plus pépère et où ils deviennent presque des acteurs de la petite ville où ils officient, au même Mm. titre que le maire ou tel élu. Franchement, je n'irais pas leur faire de procès. Il faudrait Non, moi non juste plus. qu'ils ne donnent pas de leçons aux autres. Ce serait juste ça, ça va être ça mon curseur, moi. Mm. Mais, mais oui, oui, je pense que c'est. Alors après, est-ce que la subvention elle-même il faudrait voir aussi, il y a des subventions, comme tu sais, à mon avis, très bien, qui sont plus ou moins conditionnées. Oui, Parfois, tu as des pouvoirs publics qui te filent la sub sans trop regarder. Bon, eux, ils sont sympathiques, on va leur donner le petit bifton de fin d'année, quoi. Parfois, c'est plus conditionné. Et là, on sait bien que la subvention est une méthode de gouvernance. C'est une méthode de gouvernance, c'est une méthode de contrôle. C'est bête à dire parce qu'on en a besoin de subventions quand même. C'est quand même l'espace public qui est quand même plus bien sûr, oui. intéressant que l'espace privé. Mais il faut être lucide là-dessus. Et beaucoup de pouvoirs publics ou de pôles d'administration se servent des subventions pour contrôler. Oui. Oui, on va vous donner ça, mais ça serait bien que vous arrêtiez un peu avec ce genre de truc. Là, il paraît que dans un concert, quelqu'un a dit mort aux bourgeois. S'il vous plaît, nous, on ne subventionne pas des gens qui appellent à la violence, enfin, etc. Ou alors, tiens, l'autre jour, il y a eu un truc, vous avez fait une soirée spéciale soutien à la Palestine. Quand même, est-ce que vous seriez pas proche du Hamas? Enfin, tu vois, Mm. choses qui sont arrivées beaucoup depuis Ouais. 2 ans, hein. Beaucoup de gens sont au courant de ce genre de manœuvre. Donc c'est compliqué cette affaire, quoi. Et vrai, idéalement, il faudrait fonctionner sans subvention. Et en même temps, la subvention, elle vient aussi de l'impôt, et l'impôt, c'est la justice. Enfin, bon, tu vois que ma Ouais. réponse sera aussi floue et aussi indécise que la question qu'on est en train de poser. Moi, le pire truc que j'ai vu dans mon boulot, c'est donc on répondait à un projet pour lutter contre l'électronisme. Donc on recevait des parents qui étaient enfin, là où je travaille, la population est 80% maghrébine, donc le public c'était 80% des maghrébins, et c'était des mamans, des papas qui ne savaient pas se servir d'Internet ou des ordinateurs. Et en fait, ce qu'il fallait faire, quand on rendait l'évaluation à la fin, à chaque atelier, il fallait prendre une photo, donc des gens qui tenaient une feuille avec écrit le nom de l'atelier, l'heure à laquelle ça a été fait, c'était un contrôle. Donc comme à la police, ils devaient tenir le papier comme ça. Donc, chose qu'on n'a pas fait, parce que tu imagines bien que la Ouais. dame de 60 ans, elle a quand même de la dignité, on va pas lui demander pour prouver qu'elle a. Voilà. Donc, Mm. ça, enfin, des fois, ils demandent des trucs qui sont vraiment hors sol, quoi. Mais qu'est-ce que C'est c'était que cette dingue. demande? Quelle était leur attente en faisant ça? C'était un pour faire chier ou juste ils avaient quand même une attente de Alors, surveillance non, non, mais je pense sincèrement qu'ils ne captaient pas que c'était quand même un peu what the fuck, quoi, tu vois, de demander à des gens de Ouais. faire ça. Donc pour eux, en fait, pour eux, ça nous rendait service puisque on pouvait voir à la fin combien il y avait de personnes à cet atelier, à quelle heure il a été fait. C'est un moyen de contrôle aussi, hein. Ça se fait Oui. de plus en plus. Là, il faut contrôler. On a l'impression qu'on vole l'argent, tu vois. Donc, faut bien contrôler que tout a été bien fait, le nombre d'ateliers a été respecté, le nombre de personnes. Voilà. C'était assez dégueulasse, je trouve. Bah, le truc, c'est que là, tu viens de prendre un exemple particulièrement saillant et quand même, heureusement, comment dire, particulièrement brutal, quoi, j'ai Mm, presque envie de dire. La situation, elle est souvent plus sournoise que ça, plus insidieuse, quoi. C'est-à-dire que mm, le drôle de rapport de force qui s'institue par un rapport de subvention. Et moi, j'ai connu plutôt ça, moi, dans mes quelques épisodes de vie associative, où c'était sournois, quoi. C'était, tu vois, a priori, il n'y avait pas de demande, mais en fait, il y en avait une.
Mhm. Et peu à peu, bah, finalement, le guichet très sympa qui, dans un premier temps, t'avait ouvert les bras, faisait de plus en plus la gueule et finissait par ne plus reconduire la subvention. Parce que Mhm. tu étais peut-être un peu trop subversif à ses yeux. Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être un seul. Quand tout à l'heure, tu as défini l'éduc pop, il y a que la fin qui m'a fait tiquer, mais c'est parce que j'ai mes fixettes. J'ai mes fixettes lexicales. Et je Mhm. crois que tu as fini par citoyen. Oui, Ouais, bah, tu vois, ce mot pour moi, il est devenu vraiment une fraude parce que précisément parfois, alors qu'à la base c'est un joli mot, hein, c'est un très beau oui, bien mot sûr, hein. qui a eu des heures de gloire, notamment sous la Révolution, mais c'est devenu ce mot, sorte de cheval de Troie ou de lexique de contrebande pour en gros demander aux associations d'éduc pop de créer de la paix sociale. Tu vois, Mhm. soyons citoyens, soyons civiques, soyons responsables. Oui. Et c'est les mêmes qui trouveraient qu'on est très irresponsable quand on va à Sainte-Soline manifester contre des implantations de méga-bassines, tu vois. Mhm. Donc parfois aussi la subvention, c'est vraiment assurer qu'une association qui aurait comme ça une petite fibre contestataire et subversive au bout du compte, deviennent un agent de la préservation de l'ordre, quoi. Tu vois, on va faire la paix dans les quartiers populaires notamment, avec peut-être une forte densité migratoire, comme celui dans lequel tu travailles apparemment. Tu vois, où quand même, c'est pas d'hier que les pouvoirs publics ont très très envie d'aller mettre de l'ordre dans ces quartiers-là, quoi, qu'ils considèrent comme séparatistes, et vont demander aux associations d'être un peu les idiots utiles de l'ordre, tu vois. Et c'est là qu'ils vont un peu déblatérer des mots comme citoyenneté, lien social, Bon, vivre alors, ensemble. le vivant, ça, c'est des mots valises et Ah le ouais, truc, c'est qu'on est parfois obligé de les utiliser quand on rédige des projets pour plaire aux je sais bien. financeurs, pour dire, voilà, on va Ouais. faire du lien social. Faut montrer patte blanche, quoi. Mais cela dit, moi, Exactement. je trouve toujours très punk de parler la langue de l'ennemi pour l'embrouiller Oui, et oui. pour lui tirer de la thune. Mais on est obligé de C'est faire c'est une ça. méthode qui pourrait être tout à fait punk. On est obligé de faire ça. Il y a une manière de rédiger des projets qui est déjà dégueulasse. Donc, si tu ne maîtrises pas ce langage-là, tu ne peux pas rédiger de projet ou tu n'es pas pris au sérieux ou tu n'es pas lu. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, ça, déjà, c'est discriminatoire, mais bon. Alors qu'à la base, tu En fait, demandes juste des. il faut s'aider de ChatGPT maintenant et lui demander quelques mots. Moi, je m'en sers jamais, mais apparemment, tu lui donnes quelques mots-clés du genre langue consensuelle administrative, Mhm. bien-pensance des pouvoirs publics. Il te crachera la copie en 23 secondes. Ok, alors on passe aux questions sujet en vrac, si c'est ok pour toi. Hmm. Ouais. Alors, j'avais noté quelques questions. Donc, on va sûrement passer du coq à l'âne, hein. Lorsque tu écrivais pour les AB, tu avais une seule manière d'écrire, bien structurée, ou ça devenait de manière aléatoire quand tu écrivais les textes? Est-ce que tu avais une méthode ou pas du tout? Bon, moi, j'étais dans une situation un peu particulière, moi, parce que j'étais donc en gros, bon, bah, parolier, mais aussi, comment dire, chanteur parolier, c'est-à-dire que je faisais les mélodies, moi. Ouais. Et alors, du coup, comme j'étais pas musicien, parce que franchement, moi, grattant une guitare, ça donne pas grand-chose. Ça, comment dire, ça va pas loin. Donc, Ouais. heureusement, les autres étaient bien meilleurs que moi. Donc, moi, j'avais tendance, si tu veux, il y a eu des morceaux des ZAB qu'on a bizarrement composés, parce que c'était moi qui arrivais avec un chant. C'est-à-dire que j'avais un chant a cappella. Mhm. Il m'était venu un peu comme ça, une espèce de mixage de mélodies et de mots, tu vois, qui Sans les finissent. accords ni rien. Bah non, et donc du coup, Ok. mes potes guitaristes, Lucas et Xavier, l'un ou l'autre, souvent Xavier d'ailleurs au tout début, plaquaient les accords sur ce chant. Et puis Trouver les après, accords le sur la bassiste mélodie. et le batteur s'y mettaient, et puis Mhm. finalement, on étoffait le morceau. Mais c'est vrai que c'était bizarre. Tu vois, un morceau comme Punk, je sais pas si tu l'as en tête, mais c'est le morceau qui nous a fait connaître parce qu'il était sur une compile à l'époque qui s'appelait Dites-le avec les fleurs, qui avait été comment dire, orchestré par Caps, le bassiste de PKRK à l'époque, qui était aussi un activiste du milieu punk rock, qui depuis a fait Charge 69. Je ne vais pas réciter les trucs d'anciens combattants. Mais ce morceau nous a fait connaître un peu, quoi. Il nous a beaucoup aidé parce qu'il était sur cette compile où il y avait du beau monde. Et bah, je suis arrivé un jour devant mes potes et je leur ai dit, je leur ai chanté punk, je leur ai dit, ah, il y avait un temps, j'étais étudiant, j'étais poli, j'étais charmant. Bon, c'est un peu ça la mélodie, qui était pas mal d'ailleurs. Et puis voilà, puis après, bon. Donc il y avait cette première méthode quand même qu'on a plus ou moins abandonné en cours de discographie parce qu'elle était quand même un peu aléatoire, quoi. Et moi, je préférais toujours l'autre méthode qui était qu'un des deux guitaristes
ou même un des trois guitaristes, puisque le batteur parfois pendait les grattes. Et par la suite, il allait faire un groupe dont il serait le guitariste qui s'est appelé Les Femmes, et qui était un super groupe, oublié hélas. Je connais pas du tout. Vraiment, c'est à connaître. Les Femmes, tout Ok. simplement. En 2000, 2001, 2003, 2004, ils font trois albums de pop-punk. J'ai jamais entendu de meilleur pop-punk en France, quoi. Bref. Mais, et donc voilà, donc un des trois guitaristes me donnait une gratte qu'il avait enregistrée, et là je plaquais un chant dessus. Et là je pense qu'on était quand même dans des schémas plus, à la fois plus académiques, mais quand même plus solides. Et je Mm. préférais moi cette méthode-là, voilà. Alors après, comment me venaient les mélodies? Bon, ça peut être parfois, comme moi c'était comme je composais pas sur un instrument, il pouvait m'arriver qu'une mélodie, j'allais dire, me tombe dessus. Je le dis sans mythologie, hein, je veux dire, je Mm. suis pas Mozart, hein. Mm. Mais ça pouvait être dans la rue, en marchant. Je me souviens d'une mélodie qui m'était venue alors que je faisais du stop. J'attendais, je glandais au bord de la route, je sais pas où j'allais, je galérais comme d'habitude. Et il m'était venue la mélodie La Wood préfère notre tout, pour ceux qui connaîtraient bien les Abs, qui est une de nos dernières chansons. Et je me souviens d'une autre chose, et j'arrête avec les anecdotes de vieux Ah, séniles. tu peux continuer, c'est fait pour, hein. Une fois, je vais au cinéma et je vais voir un film qui était déjà un film ancien pour l'époque, que tout le monde connaît, qui s'appelle Le Dernier Métro de Truffaut. Ça repassait au cinéma, j'avais envie de le revoir, bien que j'aime pas Truffaut. Je commence à regarder Le Dernier Métro. Bon, voilà, j'étais concentré, mais merde, me vient une mélodie liée à une des guitares que m'avait filé Lucas, un des deux guitaristes. Et cette mélodie, je la trouve pas mal et j'ai pas envie de la lâcher, donc elle commence à m'obséder. Donc, mélodie et puis des mots en même temps. Ça me venait toujours en même temps, les mélodies et les mots. Voilà. Et là, du coup, bah, Dernier Métro, j'ai jamais vu ce film. Enfin, je veux dire, pendant 2 heures, je n'ai fait que ressasser la- la- les quelques phrases mélodisées qui m'étaient venues en rapport avec la guitare de Lucas que j'avais bien en tête, que j'avais dû écouter en boucle 30 fois pour l'assimiler. Et donc, du coup, et là, mon obsession, c'était de ne pas perdre la mélodie, de ne pas la perdre. Et à l'époque, j'avais pas d'appareil, tu vois, j'avais pas de dictaphone. Et comme je voulais pas perdre la mélodie, ben, je n'ai pu comme obsession à ce moment-là que de retenir la mélodie, indépendamment de ce que faisaient Depardieu et Deneuve à l'écran. Anecdote de merde, mais pour te dire que des fois, ça venait comme ça, quoi. Voilà. Ça, c'est pour la mélodie, mais pour les textes en eux-mêmes. Je n'ai jamais écrit un texte qui ne soit pas immédiatement une mélodie. Donc c'était toujours très lié. D'accord. Ok. Parce que pour moi, c'est très important la mélodie quand même. Voilà, c'est ce qui m'importait le plus. Après les textes, je sais plus comment ça me venait, mais en fait, Moi, je pense que toi, tu as dû écrire beaucoup de textes aussi dans ton c'est- groupe. Tu vois bien comment ça marche, quoi. Il y a un truc qui passe à la télé, ça te donne une envie de texte, ou alors un truc qui en te disait. fait, ce qui me surprend dans la manière dont tu fonctionnais, c'est que, enfin, je sais pas si là je te parle pour moi, je ne peux pas écrire un texte si j'ai pas un truc à dire. Donc, s'il me vient une mélodie mais que j'ai rien à dire, je vais pas pouvoir écrire de texte. Tu vois ce que je veux dire? Mais je Il faut crois que qu'en fait, moi, si tu veux, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, ça peut être un début de phrase, une idée, ça peut être tout, mais il faut que j'ai un truc à dire, sinon je peux pas écrire, c'est pas possible. Non, mais moi, je pense que notamment à l'époque, j'avais quand même des trucs à dire, hein, et j'étais d'ailleurs très frustré de ne pas pouvoir les dire. Parce que Oui, j'étais ben, quand même. tu as quand même dit des choses dans les apps, je me doute Ouais, bien. ouais, ouais. Ah Mais, non, non, mais ça, une fois que je me lançais En fait, si tu veux, ce que j'appelle mélodie texte, c'est quand m'étaient venues trois, quatre phrases qui étaient mélodiques, et après, je travaillais les textes, et là, je peaufinais le message, enfin, en tout cas, hmm, ce que ça racontait, quoi. Et oui, oui, là, je faisais très attention au sens politique de ce que j'essayais d'énoncer. J'essayais vraiment de dire des trucs un peu subtils, enfin, pas trop cons, quoi, et pas trop clicheteux. Mais voilà, et donc et comme j'étais très, très politisé à l'époque, en fait, assez hmm, spontanément me venaient des thèmes politiques, si tu veux. Je veux dire, j'ai un morceau qui s'appelle Capital Violence, qui est presque une espèce de pamphlet anticapitaliste. J'avais pas beaucoup à me forcer, si tu veux, pour que ça me vienne, quoi. ouais, ouais. Ça faisait vraiment tellement partie de mon imaginaire verbal de l'époque, parce que j'ai été politisé très, très tôt, qu'en fait, ça venait très spontanément. Donc, alors après, il y avait des registres plus particuliers dans mes textes pour les apps. J'ai parfois fait des chansons presque plus narratives, plus personnelles, plus sentimentales. Et Hmm. ça, c'est parce qu'il m'arrivait peut-être des choses dans ma vie qui me portaient à écrire des chansons d'amour, quoi. Voilà. Ouais. Ce qui ressort dans les apps, enfin, c'est vraiment reconnaissable, c'est le timbre de ta voix.
enfin, moi, quand j'écoute Zabriskie Point, c'est vraiment le. Enfin, c'est vrai, vous vous démarquez beaucoup, je trouve, par le thème de ta voix. Par contre, quand je t'écoute, quand tu parles, si j'écoute une chanson, je devine pas que c'est toi qui chantes. Tu as vraiment une voix spéciale. Ça, tu le travailles ou c'est venu vraiment naturellement, cette voix un peu, Ouais. j'allais dire Bah, nasillarde, mais pas vraiment. Ouais. C'est assez péjoratif, nasillarde. Donc, je pense que ma voix était. Non, je pense pas avoir eu. Je pense pas avoir une voix nasillarde, mais je pense que j'avais une voix narquoise. Tu vois, un peu oui, voilà, oui, plus provocatrice. comme ça, c'est ça. Voilà, j'avais un ton un peu comme ça. C'est la fameuse arrogance punk, quoi. Exactement, c'est ça. Mais Ouais, ça, c'est ouais, un truc que ça t'est venu naturellement ou c'est un truc que tu as travaillé? complètement naturellement, aucun travail, zéro travail sur ma voix. Mm. Alors, bon, par ailleurs, on en parle 25 ans plus tard, donc je pense que ma voix a peut-être un tout petit peu changé quand même depuis, mais même à l'époque, c'est vrai que je me souviens que des gens que je pouvais croiser et qui avaient écouté tel ou tel album des ABBA Mm. me disaient, mais c'est toi le chanteur, c'est pas du tout ta voix. Donc oui, je pense qu'il se passait un truc. De toute façon, je pense que quand tu chantes, ta voix se module, enfin, c'est normal, quoi. C'est pas les mêmes intensités, c'est pas les mêmes énergies Mm. vocales, quoi. Mais alors, par contre, zéro travail. Enfin, je n'ai jamais travaillé ma voix d'aucune manière. Je travaillais mes mélodies, vraiment beaucoup, mais comment dire, après, une des raisons pour lesquelles je me suis retrouvé chanteur dans le groupe de potes qui a eu cette idée débile de faire un groupe de punk rock, c'est parce que personne voulait y aller. Et parce que j'avais, oui, souvent c'était moi qui chantais le plus fort quand on se mettait à chanter tous ensemble dans les soirées un peu avinées ou arrosées. Et je savais que je chantais juste. Ça, je l'ai toujours su, ça, parce que oui, voilà, je chantais juste, quoi. Voilà, bon. J'avais même fait quelques petites chansons quand j'étais au lycée avec un pote qui faisait du synthé. Enfin, bon, c'était bof. Et voilà, bon, il y a un mec qui chante juste, bah forcément, ça va être pour sa gueule Ah bah d'aller oui, chanter. c'est pour sa gueule, ah oui, Ouais. forcément. Et en plus, moi, j'étais pas instrumentiste, donc vraiment, j'avais que la gueule pour fumer, comme on dit, ou que la gueule pour Ouais. chanter. Et bon, bah voilà, bah, c'est venu comme ça. Et après, il se trouve que quand on a enregistré les morceaux, j'ai bien vu que le producteur ou le mec qui nous enregistrait disait: Ah ben ta voix sort bien. Mais moi, je soupçonnais pas que ma voix sortait bien. Bon, là, vraiment. Alors, j'avais aucune idée de mes capacités vocales, quoi. Mm. Voilà. Bon, bah, du coup, c'était pas désagréable de s'entendre dire qu'on avait une voix pas désagréable. Ah oui, Voilà. forcément. Déjà, chanter juste à cette époque, c'était déjà se démarquer dans le punk, hein. Mais moi, mon idole à l'époque, et qu'il est presque resté, en tout cas, mon grand référent dans le punk rock français, c'était Didier Vampas, Mm. qui est resté un de mes, comment dire, c'est presque un grand frère pour moi. Je sais pas, il a une drôle de place dans ma vie, hein. C'est Ouais, mais presque c'est un rare. gardien. C'est-à-dire, les gens qui arrivent à avoir une telle personnalité dans la voix que même s'ils chantent faux, c'est bien. Il y a Rancid. Ouais. Je trouve que le chanteur de Rancid, je suis pas un très grand fan de Rancid, mais je trouve qu'il a une voix. Ben, il y en a pas deux comme ça. Il chante faux et ça sonne bien. Et il y a effectivement, il y a aussi Didier Vampas. Ouais, ouais. Bon, il y a aussi Didier Super, mais c'est notre. Ouais, non, mais Didier est super, lui, il a inventé le chant faux. Le jour où il chantera juste, moi j'arrêterai de l'écouter, quoi. Ah oui, non, ça c'est clair, ça c'est clair. Mais Didier Vampas, non, parce que j'y pensais parce qu'il y avait ce fameux t-shirt que j'adorais, le chanteur des Vampas chante faux, il vous emmerde. Je Mhm. pense que ça, c'est tellement punk. Mais Didier est extrêmement précis dans son chant quand même, parce qu'il y a un truc bizarre chez lui. Il a fait cette espèce de voix très criarde et à la limite du faux. Et en même temps, il est très précis, hein. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les chanteurs. Il a beaucoup grandi en écoutant de la variété. Tu sais, les chanteurs un peu à voix, comme ça, Mike Brandt ou des années 70 là. Et ouais, en fait, il cache bien son jeu, Didier. Mais moi, j'ai toujours trouvé ma voix à moi trop propre. Dans Et quel sens? je- notamment au tout début, je pense que j'avais quand même des modèles de mélodies qui venaient autant de la pop que du De punk. la variété? Alors, aussi de la variété, parce que moi aussi j'en ai beaucoup écouté, ou alors des chanteurs à texte, genre Renaud, par exemple, que j'ai beaucoup Mhm. écouté ado. Non, mais par exemple, le premier album des ZAB, qui est un de nos plus connus, qui s'appelle Fantôme, qui est un album que j'aime bien, hein, il y a aucun reniement, mais ma voix est beaucoup trop propre, ça c'est sûr. Et j'ai gagné par la suite Mhm. je pense, en consistance, en épaisseur. Surtout qu'on avait un producteur qui avait mis la voix très en avant, et il y avait, ouais, si c'était à refaire, je mixerais différemment Mixage différent. ouais.
Donc, tu me disais que tu étais plus trop au fait de la scène actuelle, scène punk actuelle française. C'est par manque de temps ou parce que ça t'intéresse plus vraiment? Non, non, ça m'intéresse, mais c'est vraiment un manque de temps. J'essaie vraiment de me tenir au jus. Je suis toujours hyper content de découvrir des nouveaux trucs qui me font jouir, parce Mhm. que moi, c'est ça, j'ai un rapport très de plaisir avec le punk. Non, je pense que j'ai quand même si tu veux, une carte mentale du punk rock français actuel qui est quand même assez faible. Après, j'ai quand même des groupes références. Justine est vraiment un groupe que j'aime beaucoup. Enfin, je tiens Accident numéro 7 pour le plus grand album de punk français de tous les temps, Il est dans mon top 5. Zabriskie compris. Oui. Mais alors après, il y a un dérivé de Justine que je suis beaucoup, c'est Poésie Zéro. Oui, oui. Voilà l'esprit punk dans toute sa splendeur. Et puis C'est il y a des drôle. groupes intenables Intenable, c'est très bien, ouais. Et voilà, ils ont que je les guitares, tiens. elles sont magnifiques dans Intenable. Ouais, puis j'aime bien, je connais un tout petit peu Kevin comme ça de loin, Hmm. que j'aime beaucoup. Je trouve très attachant, j'aime bien ses textes. Je trouve qu'ils ont une attitude. Et je tiens le morceau, l'album Quatrième Mur, et notamment le morceau Quatrième Mur pour un chef-d'œuvre. Hmm. C'est un chef-d'œuvre, c'est tout. Moi, j'aime C'est, beaucoup le portrait de Marcel. Le morceau est très beau. ouais, c'est très beau dans Ouais, l'album suivant, ouais. ouais. Mais alors, ouais, ouais, alors il y a des, voilà, il y a des groupes que je suis comme ça, puis je connais, bon, la bande à Guérilla, tu vois, dans les Dolores, tout ça, Hmm. j'ai écouté, j'écoute encore, mais des trucs qui auraient émergé là, dans les 5 6 dernières années, là, je serais un peu plus, je sécherais un peu plus. Ouais. Et donc, tu te déplaces plus en concert ni rien, du coup, par manque de temps Ça m'est ou... arrivé pour aller voir mes chouchous australiens, Hmm. j'y vais, ouais, je vais dans pas 3 concerts par an, tu vois, ou 4, quoi. Ouais. Moi, c'est beaucoup une question de temps, parce que j'aime toujours ça, hein. J'aime Hmm. toujours notamment les petites salles, moi, jamais de grandes salles. Et donc là, j'étais allé voir, je suis allé voir les Chats récemment, parce que c'est un groupe australien que j'aime beaucoup. Mhm. Bon, j'étais pas forcément emballé parce que j'ai vu sur scène, d'ailleurs, mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Euh, non, 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 l'ambiance de concert, disons une salle de 100 150 maxi, Hmm. même à la rigueur, une salle, un café avec 34 pélos, dont 12 bourrés, ça m'irait très bien aussi. Mais ouais, ouais, j'ai 54 ans depuis une semaine. En ce moment, j'ai un bras sur deux. Puis Tu finis par péter une câble. tu sors 12 livres par an. Je sais pas comment tu fais. Ouais, bah, j'ai ça aussi, quoi. C'est-à-dire que ouais, 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 j'ai une maladie compulsive de l'écriture qui fait que, effectivement, il reste un tout petit peu moins de temps pour aller voir les concerts. Ouais. Et ça, bon, tu écrivais des chansons avant d'écrire des livres. Je dis pas de Ouais. bêtises. Mm. Bon, du coup, ma question ne marche pas. Mais comment on fait pour être concis quand on écrit des livres pour écrire des chansons? Bah, c'est-à-dire que oui, moi j'ai commencé par les chansons, donc dès le début j'ai dû être concis, moi. De toute façon, j'étais bien obligé parce que Ça, c'est un des trucs les plus difficiles quand tu écris une chanson, je trouve. C'est de réussir à faire tes deux ou trois couplets, c'est tout. Il faut réussir à tout dire. C'est très, très... Il faut réussir à pas se répéter. Enfin, c'est un calvaire. bah, c'est une super école de la confusion, le punk rock, ou la chanson en général, parce que la chanson c'est toujours un format court. Moi, j'en Mm, dirais pas autant du rap, et c'est toujours ce qui m'a toujours un tout petit peu mis à distance du rap, en tout cas envisagé par les textes. Ils ont beaucoup trop de place, donc du coup, ils mm, sont pas assez disciplinés. Parce que mm, quand tu as des kilomètres de trucs comme ça où tu peux, parce que souvent, tu vois, c'est les instrus de rap, ça peut être très long, et puis du coup, mm. le rap aussi, tu parles tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, Oui, tout le hein. temps. En fait, tu as le temps de placer, mais 12 pages de texte, là où un punk rocker, il est bien obligé, lui, de faire 10 lignes, quoi. Et je crois que du coup, il y a une moindre pression à être concis, et donc du coup, des facilités qu'on s'autorise un peu, notamment dans la rime, hein. Moi, je suis pas un fétichiste des rimes, hein, je m'en Mm. branle. Je suis pas, je suis, ça m'est passé les profs de français, tu vois. Mais là, des fois, t'as des rimes, c'est trop nul, quoi. J'entends ça, je dis, mais pourquoi vous faites des rimes si c'est pour faire ça, quoi? Bah, on Euh, se retrouve vite prisonnier avec les rimes, même si j'aime beaucoup les rimes, hein, mais c'est vrai que c'est plus libre quand il n'y en a pas, forcément. Les rimes, elles ont une séduction musicale géniale. En fait, les rimes, ça fait partie de la musique parce que ça crée Mm, des assonances comme ça qui sont hyper agréables. Mais si au contraire, une rime va t'arracher l'oreille ou t'écorcher l'oreille parce que tu sens bien que le mec a ouvert son dictionnaire de rimes et qu'ayant écrit aventure, il faut qu'il fasse rimer avec biture, là, vraiment, c'est plus plaisant pour l'oreille. C'est juste arrête, quoi. Te force pas, quoi. Tu sais que Mais j'ai vu dans une interview que Renaud disait qu'il écrivait avec un dictionnaire de rimes, hein.
Mais il l'a même écrit dans une de ses chansons et ça m'avait beaucoup fasciné. Hmm. Si tu connais bien Renaud, il avait fait une chanson géniale qui était des pastiches de Bachung, Oui, Cabrel, Cap de Cabrel, Villette. ouais, ouais. Ma Et je chanson leur crois a pas plu. il me semble qu'à un moment, il dit qu'il sort son dictionnaire de Oui. rimes, quoi. Ouais, ouais, pas mal de gens écrivent comme D'ailleurs, ça. le passage sur Cabrel me fait encore rire aujourd'hui. Donc, Oui, c'est l'histoire d'une nonne ouais, c'est amoureuse ça. des cailloux. Dans sa vie, il n'y a plus personne que les marchands et des fous. Bon, je fais pas très bien Cabrel, hein, mais c'était à peu près ça. Tu le fais aussi bien que Renaud, hein. Oui, peut-être, ouais. Enfin, moi, je pastiche Renaud, pastiche Jean Cabrel, donc ça devient compliqué. Ouais, Mais plusieurs couches. pour en revenir au point, ouais, quand même, moi, je sais que c'est un exercice qui m'a toujours plu d'essayer de dire beaucoup en peu de mots. Ce qui, je pense, m'est un peu resté comme écrivain, d'après ce que disent mes lecteurs et lectrices, parce que je suis quand même un écrivain, je pense, assez concis. Et bah ouais, ouais, c'est vrai qu'à un moment. Après, moi, mes modèles d'écriture de chansons, si tu veux, c'était le laconisme absolu Hmm. des Ramones. Ouais. Ça a toujours été mon absolu, auquel je n'ai jamais réussi à exceller parce que j'étais beaucoup trop bavard. Mais ouais, les textes des Ramones, notamment du premier album, pour moi, c'est ça le modèle, quoi. C'est beat Ouais. on the brat, beat on the brat, beat on the brat with a baseball bat, oh yeah! Et puis c'est tout. Ça Ben, te fait. leur tube Blitzkrieg Bop, le Mais couplet, c'est oui, les mêmes à chaque fois. Donc, et bien ils ont fait sûr. un couplet, ils le disent trois fois, et puis voilà. Mais d'ailleurs, et ils intègrent même cette répétition dans le texte même, puisqu'ils disent third verse, same as the first. Ah, voilà. Tu vois, en disant que tu vas dire la même chose, tu as déjà fait un vers de plus. Mais Ouais. non, mais vraiment, les Vampas sont très très forts aussi. Enfin, Didier est très fort aussi dans la concision. Il a parfois écrit des textes qui tenaient sur deux phrases. Hmm. Je trouve que c'est pas mal, quoi. C'est intéressant de travailler comme ça. Mais moi, je pouvais pas parce que j'avais trop de choses à dire. Ce qui est un défaut parfois en art. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on aura le temps de parler un peu de The Decline ou pas? Ah bah il faut. The Decline, 18 minutes, des séquences qui durent entre 1 ou 2 minutes, donc des changements tout le temps, des lignes de basse. Bon ben voilà, c'est les meilleures lignes de basse du monde, elles sont dans cet album. Toi, tu l'avais découvert quand il était sorti ou pas? Parce que moi, je l'ai découvert, parce que j'ai découvert NoFX en 2000 avec Pump Up the Volume, donc il est un peu plus vieux, il est juste avant, je crois, The Decline. Et quand j'avais découvert NoFX, justement, mon pote qui m'a fait découvrir NoFX, il m'a dit, il faut à tout prix que tu écoutes The Decline, il faut à tout prix que tu écoutes The Decline, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. J'habite en Corse, donc je te prie de croire que chez les disquaires, on ne trouvait pas The Decline de NoFX. Donc je l'ai commandé bien plus tard, je l'ai découvert après, et ça a été, enfin pour moi, c'est la meilleure chanson de l'univers, quoi. Moi, je me souviens très bien comment je l'ai découvert. Alors, nous, on était tellement fans des NoFX, si tu veux, avec les AB et le groupe d'amis qui dans l'orbite des AB, enfin, on a dû se procurer de Decline le jour de sa sortie. Enfin, en tout cas, de Hmm. sa sortie en France. Ça, c'était pas un problème. On s'est jeté dessus et on est devenus tous dingues de ce truc. Je me rappelle d'un premier de l'an, par exemple, qui devait être le premier de l'an de l'année 2000, peut-être même voilà, le changement de millénium, quoi, enfin, où on a passé en boucle The Decline pendant 7 heures. Ouais. Ce qui revient à le passer 50 fois, je sais pas, il faudra faire le calcul. Enfin, 20 fois. On était dingue de ça, et de A à Z, pour toutes les raisons que tu as dites. C'est un sommet absolu, c'est tout le savoir-faire de composition de Fat Mike, quoi, qui est Mais quand c'est même ça, un... enfin, tu pourrais te dire en 18 minutes, ils vont tomber dans le piège de l'expérimental un peu trop poussé, tout ça, alors que il n'y a pas une ligne de chant qui est pas tubesque dans le. Oui, oui. Je sais pas comment c'est possible, quoi. C'est un truc de dingue. Je pense que moi j'interprète d'ailleurs ce genre d'écriture que d'ailleurs Billy Joe Armstrong, à mon avis, copiera un peu 3 ans plus tard dans American Idiot, parce que je pense que ces deux groupes se sont toujours beaucoup regardés, Hmm, comme les Beatles et les Stones, quoi. Un peu genre, attention, c'est qui fera le meilleur truc. Comme ça, de loin, hmm. en étant assez potes, je pense, en tout cas, jusqu'à plus en plus informés. Et je pense qu'arrive un moment où Fat Mike, comme se le dira Billy Joe un peu plus tard, ils ont une telle facilité de pondre de la mélodie que ils ont envie de casser un peu la routine des chansons. Si tu veux, la routine de la chanson, c'est tu trouves une mélodie de couplet, tu trouves une mélodie de refrain, tu fais couplet, refrain, break, couplet, refrain, finale. Et il y a un moment, tu as des exigences musicales un peu supérieures, je pense, quand même, et Oui, tu en bien as un peu sûr. marre de cette espèce de petit truc un peu plan-plan. Et donc, Fat Mike, à qui il est venu sans doute, comme d'habitude, 5, 6, 7, 8 mélodies assez vraiment bien, bah, plutôt que d'en faire 8 chansons qui donneraient le futur album,
eh ben, il a eu envie qu'en fait chaque mélodie ben, n'apparaisse qu'une fois dans un long morceau. Et c'est ça en fait, c'est comme ça que c'est construit The Decline, plus ou moins. C'est plus savant encore, mais Il y je a le pense que génie de c'est la, vraiment. il y a le génie de la transition aussi, parce que Oui. c'est vraiment fluide. Quand tu écoutes l'album, il n'y a pas un moment où tu dis, ah là, il a triché, il a laissé un petit break pour passer à autre chose. Il y en a des fois, mais franchement, la fluidité, elle est incroyable, quoi. Bah, notamment, je dirais les 6, 7 premières minutes, elles sont presque. Il y a pas une seconde de trop, quoi. Non. Et après, ce qu'il faut ajouter, c'est quand même ce final, quoi. C'est-à-dire après l'espèce de petit break qu'il y a une pause un moment, tu sais, Ouais. où là. Et on va lancer le final peu à peu. Bon, alors là, il y a un moment qui rendait dingue tout le monde chez nous. Bah, tu sais, quand il commence à dire One more pill to kill the Oui, The pain, Pain, ouais. there's gonna be a better thing ou better day, je sais plus qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là. Tu sais, le moment où ça Oui, respire. je vois. Ça, moi, ça, encore maintenant, ça me fout en l'air, Frisson, hein. oui, bien sûr. Et ça me met dans une joie proche des larmes d'ailleurs. Enfin, vraiment, comme seul le punk rock a pu me procurer de plaisir dans ma vie musicale. Et puis, il y a tout ce final, avec les cuivres qui finiront par arriver. Mm, Et où là, NoFX aussi porte à son degré supérieur ce qui a toujours été la valeur ajoutée de NoFX, c'est-à-dire la puissance émotionnelle. mm, Moi, je pense que c'est là qu'ils sont au-dessus. Parce que c'est des super punk rockers, ils ont pondu des putains de morceaux, speed, entraînants, mélodiques. Mais il y a toujours eu, dans l'écriture de Fat Mike, parfois dans des doublements de guitare, enfin, il y a une espèce de recette un peu NoFX, tu sais, qui crée cette espèce de qualité émotionnelle particulière, cette ouais. espèce de lyrisme, en fait. La double voix, ça compte aussi. La deuxième voix, la tierce, Ouais, ça compte clairement. beaucoup aussi. Ouais. Clairement. Mais et là, bah oui, en gros, je savais de quoi, les 7, 8 dernières minutes de The Decline, bah, on en est là, quoi. Mm, On est dans une espèce de lyrisme fou, qui est un lyrisme d'ailleurs un peu apocalyptique, puisque ça s'appelle The Decline, c'est presque un truc de fin du monde. mm. C'était très étrange pour nous d'écouter ça le 31 décembre 1990. Tu vois, tout y était. Mais bah, ça m'émeut presque d'en parler. Mais je pense qu'en général, quand tu fais écouter The Decline à des gens qui n'aiment pas du tout le punk rock, les plus honnêtes d'entre eux Ouais. ne peuvent pas être indifférents. C'est pas possible. Je pense aussi, hein. Si on aime un peu la musique, qu'on est un minimum curieux, voilà, on l'écoute jusqu'au bout, quoi. Ouais, ouais. Il y a vraiment des passages, comme tu dis, moi, ça me donne des frissons, c'est incroyable. Même alors que je le connais par cœur du début à la fin. Oui, oui, mais moi, je peux te le faire comme ça, juste avec la bouche. Tout simplement. Ce serait horrible. Mais tu vois, je me souviens, mais dit, juste pour finir là-dessus, et revenir à ma névrose de la brièveté obligée d'une carrière Mm, de punk, quand The Decline sort, je me dis, mais c'est la plus belle fin qu'on pouvait imaginer pour le plus grand groupe de tous les temps. Ils mm. venaient de faire, je crois qu'ils en étaient, donc ils avaient fait à cette époque-là Alors, il y a, après Punk 5 in albums ou Republic, 4. et alors, est-ce qu'on compte Le tout Maximum premier, Rock'n'Roll ou pas? bah plutôt pas, moi je le mets, c'est un demi. Ouais. En tout cas, non, à Il y a ce SN moment-là, ils ont il y a fait trois. SNM Airlines, Liberal Animation, Ouais. Ribbed, Voilà. Punk in Republic. J'espère que j'en ai pas oublié, sinon je vais me faire Non, non, si, si, il assassiner. y en a un entre les deux qui est génial, où il y a Liza and Louise, Two Ah Heads, oui, tout ça. The Longest Line. Non, ah non, Où il y a oui, The Longest Line aussi. non, The Oh, Longest Line, c'est sur un EP. C'est sur un EP. Oui, non, t'as ah raison. là. La pochette, ils sont en short, mais je me rappelle plus le nom. Oui, 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 Il y on a voit Club Haricot dans Short, le mais nom. Enfin bon, bref. Voilà. oh là là, c'est bête de vieillir. Moi, vraiment, ça, pour moi, c'est là qu'ils débarquent en disant on est les plus forts, quoi. Et puis Hmm. après, bon, Kid Republic, et puis après, il y a Ivy Petting Zoo que j'adore. Alors lui, je l'aime moins, mais j'aime beaucoup celui d'après, So Long and Thanks for All the Shoes. Voilà, donc en fait, ils ont quand même déjà fait 4 albums dont on peut dire que c'est du grand solide, quoi, Hmm. avec des préférences de toi à moi, mais et tu vois, ils font The Decline derrière. Je me dis, s'ils arrêtent, si demain ils annoncent qu'ils arrêtent, je trouve que c'est le geste parfait. Et c'est pour ça qu'en fait, quand t'es arrivé Pump Pump après, 6 mois plus tard, ou je sais plus quoi, 9 mois plus Ouais, tard, pas longtemps après. Ouais. mon premier réflexe, ça a été de faire la gueule. Hmm. Voilà. Ah, J'étais mais l'album fâché. est génial. Et finalement, l'album est tellement génial que, notamment avec un des morceaux.
que je trouve les plus forts d'eux dans le genre brièveté et concision, c'est Thank God It's Monday, Oui. qui est pas le plus raffiné de leurs morceaux, Non, mais mais il est génial. A Dinosaurs Will Die aussi, qui est exceptionnel. Bah, après, ouais. tout l'album est génial. Mais ouais, pour moi, The Decline, voilà, c'est. En plus d'être le meilleur disque de NoFX, c'est un des plus grands disques du punk pour moi. Tu sais qu'il y a eu une version orchestrale? Oui. Alors, j'ai beaucoup eu de mal avec la retouche de la voix Ouais, sur cette version. Ça gâche un peu le. J'aurais préféré qu'il la laisse un peu fausse, qu'elle soit autant corrigée. Ouais. Ouais. Mais je suis oui, oui, d'accord. musicalement, elle reste exceptionnelle. Je n'ai plus de questions. Bah écoute, c'est bien. Je finis toujours par demander, est-ce que tu veux parler d'un truc qu'on n'a pas évoqué dans la vidéo ou on a fait le tour? Bon, quoi, en fait, je vais évoquer un groupe, comme ça les gens iront Ouais, l'écouter, parce que je l'ai découvert il y a 4 semaines, enfin, il y a un mois, quoi. Oh, c'est ça, 4 semaines, ça fait un mois en fait. Non, oui, c'est un c'est groupe qui ça. s'appelle Tony Dork, et je crois que c'est des Australiens encore, décidément. Tony Dork, je connais pas du tout. Bah, je pense que c'est complètement méconnu, mais moi je dois avoir des algorithmes qui me conseillent de l'australien, parce que comme j'écoute, Hmm. j'ai découvert 3 4 5 groupes australiens depuis quelques années. Je pense qu'en fait, dès qu'il y en a un nouveau, c'est pour ma gueule. Google pense à moi tout de suite, quoi, enfin YouTube. Et donc Tony comme Tony, Tony, Dork, et ils ont fait un Ouais, album, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui doit être le seul à ce jour, mais qui est un album de 22 minutes. Et ça, je dois dire, c'est déjà un signe. ouais. Et voilà, bah donc, allez Tony écouter Dork. ça, quoi. Si vous aimez le pur punk rock, on dirait du punk de 81, quoi. Alors qu'en Ouais, fait, c'est vraiment des mecs de maintenant, quoi. ok, je vais noter ça, Tony Dork. Bah écoute, merci en tout cas, Bah, c'est François moi, Weber, merci d'avoir de m'avoir participé écouté à. aussi longuement. Ben non, ça va, c'est fait pour. Je te remercie. À plus tout le monde, à plus à toi. Bonne soirée. Salut tout le monde.